I do not hear anything. Je n'entends rien. Well, is my voice coming through? Le président, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout le monde m'entend? Before giving the floor to Avant de donner la parole au bureau du procureur, qui sera suivi par les équipes des conseils de la défense, et avant de commencer donc à vous poser des questions, je souhaiterais, monsieur, que vous décliniez votre identité, votre lieu et date de naissance, votre nationalité, ainsi que tout autre élément d'identité. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Je suis le général de corps d'armée Philippe Mongou, ex-chef d'état-major des Forces armées nationales de Côte d'Ivoire. Je suis né le 26 janvier 1952 à Abidjan-Trècheville de feu le révérend pasteur François Mangou et de feu Yépi Sophie, tous deux natifs du village de Yopougonkouté, qui a donné son nom à la commune dont vous avez souvent entendu parler. Je suis donc ivoirien, Monsieur le Président. Je suis militaire. J'ai fait mes études primaires à l'époque au Dahomey, devenu maintenant Bénin, parce que mon père y était comme étudiant pasteur. J'ai ensuite continué mes études primaires à Akoupé et à Azopé. Je suivais toujours les affectations de mon père pour faire ensuite mes études secondaires au collège moderne du Plateau et au lycée classique d'Abidjan et enfin à l'université d'Abidjan où j'ai obtenu le Doc 2. À la faveur donc d'une grève qui nous a conduits au camp d'Akwedo où nous sommes restés près de 2 semaines avec les militaires, j'ai été impressionné par leur manière de faire, par leur tenue, si bien que dès que nous avons été libérés d'Akwedo, j'ai postulé au concours d'entrée à l'école des forces armées de Bouaké. J'y suis entré. J'ai passé 2 ans comme élève officier d'active. À l'issue de ces 2 ans, je suis allé en France. Il faut noter que c'est déjà dans les années 1980, à l'école de l'arme blindée cavalerie. Je suis équitant, donc j'ai essentiellement servi sur les chars de bataille, l'AMX-30, le 10RC, sur l'EBR, l'engin mythique que même certains officiers français n'ont pas eu la chance d'étudier, cet engin qui ne fait jamais demi-tour. Can you go a little bit slow? Président, pourriez-vous ralentir votre cadence, monsieur, parce qu'il y a des interprètes qui vous suivent. Donc ralentissez un peu, je vous prie. Président. Donc je disais que j'ai eu la chance d'étudier l'EBR, l'engin blindé de reconnaissance, un engin mythique qui ne fait jamais demi-tour, qui, lorsqu'elle part dans une direction, quand le chef des chars ordonne inverseur marche arrière, ça repart dans l'autre direction. J'ai aussi étudié l'AML 60, l'AML 90, le 10RC, et je suis rentré en Côte d'Ivoire où j'ai essentiellement servi au bataillon blindé pendant près de 20 ans. J'y ai occupé les fonctions de chef de peloton.
de commandant d'escadron, de chef de bureau instruction, de commandant en second, de chef de corps, avant d'être muté à la garde républicaine, où j'ai occupé les fonctions de commandant en second. Puis je suis reparti à l'école des forces armées de Bouaké comme instructeur, où j'ai eu à enseigner, à former des officiers. Je suis aujourd'hui un officier général heureux parce que certains de mes élèves sont généraux. Je vais citer le général de brigade Doumbia, qui est un de mes élèves et qui est actuellement le chef d'état-major adjoint des forces armées de Côte d'Ivoire. Il y en a d'autres dans d'autres pays, il y en a au Gabon, il y en a également au Togo. Donc, après l'EFA, j'ai été affecté au ministère de la Défense, où j'ai occupé les fonctions de sous-directeur de la doctrine et de l'emploi. À l'issue, j'ai malheureusement été emprisonné, Monsieur le Président. Si vous me demandez pourquoi, je pourrais peut-être vous expliquer, mais j'ai passé 1 an en prison. Et dès que je suis sorti de la prison, en 2001, est survenue en Côte d'Ivoire la crise de... Excuse me. Président, excusez-moi, monsieur, de vous interrompre, mais nous n'avons pas encore commencé votre déposition. Donc, alors, je suis très heureux de vous entendre résumer succinctement votre carrière, parce que c'est un thème, je suppose, qui intéresse le bureau du procureur ainsi que les autres parties, mais sans pour autant entrer dans les détails, car je suppose que les détails feront partie de leurs questions. Donc, est-ce que vous pourriez juste nous dire les échelons que vous avez gravis au sein de l'armée pour arriver à la fonction de chef d'état-major, ce qui nous conviendra pour le moment. Et ensuite, parce qu'il y a quelques questions liminaires que je dois vous présenter, et ensuite les questions pourront vous être posées, d'accord ? Président. Donc, ce n'était pas pour parler de la crise de 2002, mais je voudrais dire qu'à la faveur de cette crise, j'ai été nommé comme le commandant du théâtre des opérations et j'ai commandé donc le théâtre des opérations de 2002 à 2004 et j'ai été nommé donc chef d'état-major des armées le 13 novembre 2004. Alors, les grades successifs, donc, j'ai été sous-lieutenant de 78 en 80, disons. En 81, j'ai été lieutenant. 4 ans plus tard, en 85, capitaine. 7 ans plus tard, commandant. 7 ans plus tard, lieutenant-colonel. 3 ans plus tard, colonel. Et à ce grade, j'ai été nommé donc chef d'état-major des armées. Donc il y a eu une régularisation qui a été faite. Donc de colonel, je suis passé à colonel-major. Et j'ai été nommé général de brigade, puis général de division, pour être nommé en août 2010, général de corps d'armée. Je suis, Monsieur le Président, détenteur de plusieurs distinctions. Je suis officier
de l'Ordre national, chevalier de l'Ordre national, officier du mérite de l'Éducation nationale, commandeur du mérite commandeur du mérite de l'Éducation nationale. J'ai aussi obtenu la médaille de bronze de la défense française, échelon argent et or. Et enfin, j'ai la médaille de la Miss Cécile. Je suis marié, Monsieur le Président, père de 6 enfants. Thank you very much. Le Président, merci beaucoup. Je pense que vous nous avez décrit, vous avez su nous décrire votre carrière, vous avez parlé de votre éducation, des diplômes que vous avez reçus, de votre formation. Alors nous allons poursuivre cette introduction et ces informations préliminaires. À côté de vous se trouve Maître Penelope Blake. Elle est votre conseil au titre de la règle 74 et elle vous a été affectée pour les cas d'auto-incrimination. Maître Blake, donc, est à vos côtés et si, lors de votre déposition, il y a quelques problèmes que ce soit ou quelques préoccupations que ce soit, elle sera à même de vous fournir des conseils, de soulever ces préoccupations auprès de la Chambre. Vous pouvez également le faire d'ailleurs. Si vous pensez que les thèmes abordés risque de poser des problèmes d'auto-incrimination. Quoi qu'il en soit, la Chambre vous fournit la garantie, en application de la règle 74.3 du règlement de procédure et de preuve, que votre déposition ou votre témoignage ne seront utilisés ni directement ni indirectement contre vous dans le cas de toute poursuite devant cette Cour, à l'exception des articles 70 et 71 et de ce qui est couvert par les articles 70 et 71 qui sont les délits en cas de faux témoignage. En conséquence, si une question vous est posée et que cela pourrait susciter ou déclencher votre auto-incrimination, votre réponse sera entendue à huis clos partiel et cette réponse sera confidentielle. Toutes les parties qui posent les questions ont pour responsabilité de demander le passage à huis clos partiel avant de vous poser des questions qui pourraient aboutir à une auto-incrimination. Ceci étant dit, comme je vous l'ai bien évidemment dit précédemment, vous devez également être sur le qui-vive et demander un passage à huis clos partiel si vous souhaitez apporter une réponse à huis clos partiel. Donc, comme je vous l'ai dit auparavant, lorsque je vous avais demandé de parler un peu moins rapidement, je l'avais fait parce que nous avons des interprètes qui travaillent ici. Vous savez que ce procès est un procès bilingue, à savoir les 2 langues de travail sont l'anglais et le français. Je m'exprime en anglais. Je suppose que d'autres s'exprimeront également en anglais et vous poseront des questions en anglais. En conséquence, il est absolument essentiel que nous nous comprenions les uns et les autres. Et cela devient particulièrement essentiel ou primordial lorsque on vous pose des questions en français, vous allez y répondre en français et vous pourriez être tenté de répondre immédiatement en français sans pour autant ménager un temps d'arrêt. Or, il faut attendre que la question ait été interprétée. Donc, je vous demanderai donc de parler lentement et d'éviter ou de vous abstenir de parler lorsque votre interlocuteur n'a pas terminé. Et si je vous fais un signe, c'est parce que j'entendrai les protestations des interprètes, que j'entendrai directement dans mes écouteurs. Donc, ralentissez à chaque fois que je vous ferai signe. Donc, nous allons maintenant en venir à votre déposition. Vous savez, bien entendu, que cette chambre a été constituée
pour juger de l'affaire, le procureur contre M. Gbagbo et M. Blé Goudé. Vous êtes ici, vous comparaissez ici en tant que témoin, et en tant que témoin, vous devez répondre en disant la vérité à toutes les questions qui vous seront posées par tous les avocats présents dans ce prétoire et peut-être également par les juges de cette chambre. Votre déposition ne va pas être brève. Donc, si à un moment, vous avez une préoccupation quelle qu'elle soit, n'hésitez pas à en parler à la Chambre et nous étudierons votre requête ou votre préoccupation. Donc avant de donner la parole au représentant du bureau du procureur, j'aimerais vous demander de bien vouloir prononcer l'engagement solennel, ce qui est une obligation. Donc, je vais vous demander de lire la formule qui se trouve sur le document devant vous. Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Thank you very much. Merci beaucoup. Et une toute dernière information que je dois vous transmettre. Un faux témoignage est un délit devant cette cour. En conséquence, je vous demanderai de dire la vérité. Et je vais maintenant donner la parole au bureau du procureur. Vous avez la parole. Vous avez demandé 16 heures. Donc jeudi, nous aurons dépassé les 16 heures. Enfin, ce que j'entends, c'est que je pense qu'en 4 journées d'audience, nous devrons arriver jeudi au terme de l'interrogatoire principal. Vous avez la parole, monsieur. Avant de vous faire assermenter, vous avez mentionné beaucoup de choses. Et l'une de ces choses est le fait que vous sembliez familier, vous avez dit quelque chose à l'effet que vous sembliez familier avec la procédure ici. Est-ce que vous avez suivi les procédures telles que retransmises sur Internet ou encore, je comprends, en Afrique de l'Ouest par Afrique 24? J'ai suivi quelques séances, mais pas toutes, compte tenu de mes obligations. Juste quelques séances. Et lorsque vous avez suivi ces séances, qui témoignait? J'ai vu témoigner un jeune Libérien. J'ai suivi, pas entièrement, le témoignage du général Kassaraté et le témoignage du général Djebi Point. Mais pas entièrement. Très bien, merci. J'aimerais revenir, juste pour qu'on mette au dossier les rencontres que vous avez eues avec le bureau du procureur. Donc, je vais être suggestif sur ce point pour celles qui sont connues, évidemment, de tous et chacun. Je comprends qu'au mois d'août 2011, vous avez rencontré des enquêteurs du bureau du procureur à 2 reprises. Ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des rencontres préliminaires. Est-ce que vous vous rappelez de cela? Oui, j'ai rencontré donc le bureau du procureur. Je m'excuse de vous interrompre, sans nommer le nom des personnes, s'il vous plaît, car nous sommes en audience publique. On peut aller à huis clos partiel si nécessaire pour les nommer. Continuez, s'il vous plaît. Rassurez-vous, je ne connais pas de nom. Donc, j'ai suivi effectivement. J'ai été interrogé le 9 août 2011 et le 23 août 2011.
Et après, vous avez donné ce que nous appelons des déclarations, donc une première déclaration, encore une fois enregistrée, au mois d'octobre 2011, et plus précisément entre le 7 et le 9 octobre. Vous confirmez? Je le confirme, Monsieur le procureur. Dans les jours qui ont suivi cette première déclaration au bureau du procureur, avez-vous été interrogé par le tribunal militaire? Oui, j'ai été interrogé par le tribunal militaire, mais ça n'a pas été une interrogation comme telle. J'ai fait tout juste une déposition, ils ont pris note, sans m'avoir posé de questions. Et en juillet 2012, on se rencontre, nous d'ailleurs, pour la première fois, si je comprends bien, encore une fois pour un entretien avec le bureau du procureur. Vous vous rappelez, vous confirmez? Je le confirme. Nous avons eu près de 4 séances en juillet 2012 avec le bureau du procureur. Et finalement, on se revoit en juin 2013 pour ce qu'on appellera aujourd'hui la deuxième déclaration, au mois de juin 2013. Excusez-moi, septembre 2013. Pardon, septembre 2013. Vous vous rappelez de cela? C'est bien en septembre 2013. Je comprends qu'entre notre rencontre de juillet 2012 et septembre 2013, vous avez également écrit un rapport aux autorités ivoiriennes. Qu'en est-il? C'était à quelle date? Car le document n'est pas daté. Et deuxièmement, pourquoi? Alors, il faut noter que le président Alassane, donc nouvellement élu président de la République de Côte d'Ivoire, avait formé son gouvernement. Et lorsque je m'étais rendu au Golfe le 12 avril 2011 pour faire allégeance, le président, à l'issue donc de la cérémonie d'allégeance, m'a reçu dans son bureau, en compagnie de M. Amontano, qui était à l'époque son directeur de cabinet. Et il m'a dit qu'il allait me reconduire comme chef d'état-major des armées. Et quand il a mis sur pied son gouvernement, il s'est trouvé que M. Kofi Paul était le ministre de la Défense. Et c'est M. Kofi Paul qui m'a demandé de lui fournir le rapport sur la chaîne de commandement des Forces armées nationales de Côte d'Ivoire en temps de paix et en temps de crise. Donc c'est à M. Kofi Paul, ministre de la Défense, que j'ai remis ce rapport. Vous rappelez-vous de la date, approximativement? Ça doit être certainement le 19 juin 2011, si je ne me trompe pas. Très bien. J'aimerais, si vous me permettez juste un petit instant. Alors, juste pour les fins du dossier, M. Mangou, le rapport en question auquel on faisait référence, M. le Président, est le 0047 0113. Numéro 249 sur notre liste des éléments, notre liste d'éléments à charge pour ce témoin. Écoutez, Monsieur le Président, je vais peut-être demander à ce qu'on le montre au témoin rapidement pour qu'il y ait une confirmation.
Alors, Madame le greffier, s'il était possible d'afficher, ça va nous permettre aussi de tranquillement nous habituer au système. Alors, je vais vous demander de patienter quelques secondes. Ça peut être public. Alors, votre conseil peut vous aider. Il faut mettre sur la console, peser sur le bouton Evidence 1. Alors, si on pouvait, c'est mieux de le faire maintenant, Monsieur le Président, comme ça, pour avancer. Je crois que vous pouvez voir le document. Vous reconnaissez? Très bien. Et donc, juste pour confirmer, est-ce qu'il y a quelques personnes que ce soit qui vous ont aidé pour écrire ce document? Microphone, s'il vous plaît. Voilà. Non, ce document a été écrit par moi. D'accord. Alors, j'aimerais que ce document soit soumis, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Mangou, on m'informe que lorsque votre micro est fermé, évidemment, on ne peut pas vous entendre. Ça fait que je vous suggérerais, à moins de communiquer ou de discuter avec votre conseil, de laisser votre micro allumé et de ne peut-être pas y toucher. D'accord? Il est allumé là. Oui. Très bien. Alors, également, dans la première partie, vous avez fait référence à plusieurs éléments biographiques. Et je comprends que lorsque vous êtes entretenu avec le bureau du procureur, la première fois que vous avez donné une déclaration, donc en octobre 2011, vous avez amené avec vous votre curriculum vitae. Vous confirmez? Je le confirme. Alors, nous allons l'afficher. CIV OTP 0006 0166 et il peut être affiché public, s'il vous plaît, car les initiales étaient expurgées initialement, sont illisibles. Vous reconnaissez le document? Oui, je le reconnais. Qui a préparé ce document? C'est moi qui ai fait préparer ce document. Vous l'avez fait préparer, vous dites? Oui, puisque je ne suis pas bon dactylographe. Ça a été tapé, les données sont de moi. Et est-ce que les données telles qu'on peut les voir sont exactes? Oui, les données sont exactes. Très bien. Donc,
Vous avez étudié à l'université, je comprends bien, en quel domaine? J'ai fait du droit jusqu'en deuxième année. Et par la suite? Par la suite, je suis rentré à l'école des forces armées de Bouaké. D'accord. Vous avez étudié également au lycée classique d'Abidjan. Au lycée classique d'Abidjan également. Rappelez-nous les années dans lesquelles vous avez étudié à ce lycée. Je suis entré en 70 pour sortir en 73, je crois. D'accord. Et donc, la chose importante, évidemment, vous confirmez que vous joignez l'armée en 1978. Oui. Vous rappelez-vous la date exacte à laquelle vous avez été nommé chef d'état-major? Le 13 novembre 2004. Et vous avez occupé cette fonction jusqu'à quelle date? J'ai occupé cette fonction jusqu'en juillet 2011. Et présentement, quelles sont vos fonctions? Présentement, je suis ambassadeur de Côte d'Ivoire au Gabon et à Sao Tomé-Principe. Et ce poste d'ambassadeur, vous l'exercez depuis quand? Ce poste d'ambassadeur, je l'exerce depuis mai 2012. Alors, Monsieur le Président, nous demandons à ce que le CV soit soumis au dossier, donc la pièce avec le RN. Alors, j'aimerais maintenant continuer avec vos responsabilités en tant que chef d'état-major lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Maintenant, pour ce faire, quand je dis crise post-électorale, la période de départ auquel je me réfère, c'est le 28 novembre 2010 jusqu'à l'arrestation de M. Gbagbo, 11 avril 2011. D'accord? Lorsque je vais vous poser des questions, que je réfère à la crise post-électorale, c'est la période à laquelle je réfère. Si je me réfère à une autre période, je vais vous l'indiquer. Si je me réfère à des périodes plus spécifiques dans la crise post-électorale, je vais également vous l'indiquer. Alors, je vois que vous avez un crayon et du papier, vous prenez des notes, c'est bien. Alors, quel était le rôle du chef d'état-major? Quel était votre rôle, donc, lors de la crise post-électorale? Alors, lors de la crise post-électorale, on avait deux grandes entités. Les unités qui étaient sur le théâtre des opérations, dont le commandant du théâtre était le capitaine de vaisseau-major Kona Boniface. Les unités qui avaient été formées et déployées dans tout Abidjan, y compris à Abobo, pour la sécurisation de la ville d'Abidjan et pour l'intervention au niveau d'Abobo, qui, elles, étaient placées sous l'entière responsabilité du général de brigade Deto Leto Firmin. Donc ces deux officiers étaient sur le terrain avec leurs hommes. Chacun faisait sa planification et sa conduite des opérations. Le chef d'état-major que j'étais était à l'état-major dans un centre opérationnel qui lui est propre,
le CPCO, qui est le centre de planification et de coordination, et non de conduite, comme cela a été dit ici, de coordination des opérations. Donc moi, j'étais à l'état-major, ma guerre à moi, je la faisais sur la carte en fonction des renseignements terrain que me donnait Conan Boniface sur le théâtre des opérations et le général Deto Leto en ce qui concerne la gestion des unités au niveau d'Abidjan. Donc je jouais un rôle de coordinateur, je coordonnais leur action. Coordonner, c'est quoi? Quand des unités sont sur le terrain, c'est bien pour les chefs de savoir ce que l'un et l'autre fait. Si Conan est attaqué, c'est à moi, par exemple, d'informer Deto de ce qui se passe dans sa zone et d'informer Conan de ce qui se passe dans la zone de Deto et au besoin de les tenir informés de l'évolution de la situation. Voici ce que je faisais. Mais pour le faire, il faudrait que Conan et Deto me donnent des renseignements précis. C'est pourquoi dans l'armée, le compte rendu qu'on fait au chef doit être un compte rendu précis, clair et net. En fonction de ça, je poussais mes pions. J'avais donc des papillons rouges. Le rouge représente l'ennemi, le vert, les amis. Donc je les positionnais et en fonction de ça, en fonction de leur compte rendu, je leur donnais des instructions. Vous rendiez compte à qui? Alors, il faut dire que le déploiement de toutes ces unités, pour les déployer, nous avons été réquisitionnés. C'est sur réquisition du président de la République que les unités se sont déployées tant sur le théâtre des opérations qu'au niveau d'Abidjan et même au niveau d'Abobo. Je ne vous ferai pas, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, l'injure de dire qu'une réquisition, c'est un ordre de l'autorité publique, qui est un ordre formel, qui est un ordre express, qui est un ordre sans appel. On l'appelle ainsi parce que la réquisition elle-même a un caractère péremptoire. Donc, au reçu de l'ordre, nous nous exécutons. Donc, nous rendions compte à celui qui est l'initiateur de la réquisition, au président de la République. Mais il y a quand même une hiérarchie. Il y a le ministre de la Défense et le président de la République. Pour ce qui était de mon cas, puisque nous étions dans le feu de l'action, et compte tenu de l'urgence, je rendais compte à la fois au ministre de la Défense et au président de la République pour être sûr que les deux étaient au même niveau d'information. Durant la crise post-électorale, toujours, vous aviez le contrôle opérationnel de toutes les branches des forces de défense et de sécurité? Expliquez-nous, s'il vous plaît. Alors, je n'ai pas le contrôle opérationnel de toutes les branches des forces de sécurité.
il y a, disons, dans l'armée, 4 grandes entités. Vous avez les forces terrestres, avec un commandant qui était le général Leto Firmin, les forces aériennes, en abréviation, le commandement c'est le COMER, avec le général Aka Kodjo Mark. Vous avez la marine nationale, le commandant en abréviation le COMAR, qui est l'amiral Vagba. Vous avez la gendarmerie nationale, avec ses différents démembrements, aux ordres du général Tiape Kasarati. Ça, ce sont les entités composant les forces armées. Mais je vais vous parler un peu de la police, parce que nous avons travaillé avec elle, qui, elle, est un corps militarisé, une force de première catégorie, qui, elle, était commandée par le directeur général de la police nationale, le commissaire général Brendou, mais qui rendait compte au ministre de l'Intérieur, qui était M. Émile Guirielou. Donc, nous avons aussi 2 entités qui ont vu le jour pendant la crise de 2002, dont je vous ai parlé tout à l'heure du commandement du théâtre, mais il faut noter que le 2 juillet 2005, il y a une autre entité qui a vu le jour. Il s'agit du SECOS, qui était commandé par le général Djebi Point, qui était composé d'éléments mixtes, de la police, de la gendarmerie, de l'armée, et dont les missions étaient la lutte contre le grand banditisme. Donc voici en gros ces éléments-là. Alors, tout à l'heure, je vous disais que je ne commandais pas toutes les unités parce que on prélevait de ces unités quelques éléments. On prélevait de ces unités quelques éléments qu'on projetait sur le terrain. C'était ceux-là qui étaient sous la responsabilité de Deto. Mais les éléments qui n'ont pas pu être prélevés, parce que le chef d'état-major ne peut pas prendre toute la gendarmerie, toute la police, toutes les forces terrestres, toutes les forces maritimes, pour les mettre sur le terrain. Donc on prélevait des éléments. Ce qui était prélevé était sous la responsabilité de Deto, mais ceux qui n'étaient pas prélevés restaient en réserve d'intervention sous la responsabilité de leur chef. Les éléments de la police qui n'ont pas pu être prélevés sont sous la responsabilité de Brendou. Les éléments de la gendarmerie qui n'ont pas pu être prélevés sont sous la responsabilité de Kasaraté. J'ai entendu des chefs dire ici, ils étaient à la maison, ils n'ont pas suivi, de Kasaraté. Des éléments de l'armée qui n'ont pas pu être prélevés, force terrestre, puisque Deto était le commandant, donc était sous la responsabilité de son adjoint, le colonel Kouloubla, ainsi de suite. Qu'en est-il de la garde républicaine? Alors, la garde républicaine, le décret de création de la garde républicaine
mettait donc la garde républicaine sous la responsabilité du chef d'état-major des armées. Mais compte tenu du fait que le commandant de la garde républicaine était en même temps commandant de la garde républicaine et commandant militaire du palais, il voyait tout le temps le président, donc il en était l'interlocuteur privilégié. Il avait deux chefs, il avait le président, il avait le chef d'état-major des armées. Et pour la circonstance, quand vous avez Dieu et l'ange, les regards se tournent vers Dieu. Des 6 ans passés, 7 ans passés à l'état-major. On comprend tous ici que Dieu, c'était M. Gbagbo. Oui, je parle du président de la République. Je parle du président de la République. Parce que quand vous donniez des instructions à Dobo, il vous dira « Ah, je suis avec le président. Je ne peux pas venir à la réunion. » Le président dit 2. Bon, quand c'est comme ça, c'est un peu gênant. C'est comme si vous voulez nuire à sa fonction ou bien vous ne voulez pas qu'on assume la sécurité du président. Donc, nous prenions quand même un peu de gants. Voilà, nous prenions un peu de gants. Mais j'avoue que en 7 ans de chef d'état-major des armées, Dobo n'a assisté à une réunion à l'état-major que 2 fois. 2 fois. Il m'a toujours fait venir des officiers. J'ai même dû une fois renvoyer un officier parce qu'il était lieutenant et je lui ai dit je ne veux pas de cette représentation. Juste pour vous expliquer, le transcrit en version anglaise, on attend qu'il ait terminé de défiler, avant que je passe à la prochaine question. Donc, c'est le système de 5 secondes entre questions et réponses. J'aimerais revenir en arrière sur le SECOS. Plus particulièrement. Pourquoi a-t-il été créé en 2005? Il faut noter que déjà la Côte d'Ivoire était en crise, les armes circulaient beaucoup, il y avait des vols, souvent des braquages armés qui se faisaient. Et le président Laurent Gbagbo, un jour allant en visite d'État, m'a demandé de lui proposer une unité qui serait à même de lutter contre le grand banditisme. J'ai donc appelé le général Guébi Point, qui lui est gendarme, donc officier de police judiciaire, pour que nous fassions ce travail. Dans les propositions que j'ai faites, compte tenu du fait que le président m'avait dit que c'était pour lutter contre le grand banditisme, nous avons donc constitué une unité avec, lui-même il avait défini le gendarme policier, donc gendarme, policier, militaire, mais doté d'AK, c'est-à-dire de fusils d'assaut et de PA.